Bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes la ministre chargée des comptes publics, ministre des douanes également. Vous aviez avant cela été ministre de la transition écologiste dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Et on va évidemment vous entendre sur toutes ces questions parce qu'il y a aussi les ZFE. Mais d'abord les droits de douane, bien sûr, les droits de douane américains qui sont entrés en vigueur ce matin. Et Donald Trump jubile, je voudrais qu'on l'écoute. Ces pays nous appellent. Ils me lèchent le cul. Ils meurent d'envie de passer un accord. S'il vous plaît, monsieur, passons un accord. Je ferai n'importe quoi. Est-ce que nous, Français, on fait partie de ceux qui, pardon de l'expression, lui lèchent le cul? Nous, Français, on veut d'abord protéger nos entreprises. On veut assurer la résilience, mais aussi la résistance de notre économie face à des mesures qui, je dois le rappeler ici, ont d'abord comme victimes les Américains, les entreprises américaines, les citoyens américains. Vous savez, on a fait nos calculs à Bercy. Si ces droits de douane venaient à s'appliquer, c'est 2 points de PIB de moins aux États-Unis. Et pour l'Europe, c'est un peu moins de 0,5 points de PIB. Pour la France, c'est même un peu moins. On est à 0,3, 0,5 points. Ça, c'est l'effet direct. Mais notre objectif, c'est que ces droits de douane ne s'appliquent pas. Donc, est-ce qu'on va être contraint ? Je ne vais pas reprendre les mots à la fois fleuris, à mon avis, pas dans ce qui est le dialogue ni diplomatique ni économique entre nos pays. Nous, on est des Européens. On a un très grand marché. On a des très grandes entreprises. On a 28 000 entreprises françaises qui exportent aux États-Unis. Et donc, notre objectif, c'est quoi ? C'est qu'elles puissent continuer à travailler, que les emplois soient préservés. Comment on fait ça ? D'abord, on montre aux Américains que nous aussi, et ça sera d'ailleurs voté aujourd'hui à Bruxelles, si on nous taxe notre acier, notre aluminium et nos voitures, nous, on peut taxer des choses américaines. À la fin, est-ce qu'on gagne ? Ni les Américains, ni nous ne gagnons. Donc, c'est pas souhaitable. Vous Donc, êtes prêts à le faire ? On le fait parce qu'on n'est pas des gens faibles. On le fait parce que ça protège quand même nos intérêts. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin. On peut regarder aussi les services numériques que nous vendent les Américains. On peut aussi se dire que la commande publique, peut-être les entreprises américaines y auront moins accès. Parce que ce qu'on veut, c'est montrer qu'on peut être ferme, mais sans aller au contraire des intérêts de nos entreprises et de nos emplois. Mais est-ce qu'on négocie ? Est-ce qu'on a appelé ? Est-ce que les uns et les autres, je sais que Giorgia Meloni, par exemple, a prévu probablement de se rendre elle-même en personne. Elle va pas le faire au nom de l'Europe, elle va le faire au nom de l'Italie. D'abord, nous, on veut rester unis en Européens. C'est toujours bon d'avoir des contacts. Vous l'avez vu sur l'Ukraine, vous l'avez vu sur d'autres sujets. Il faut maintenir le contact, mais il faut surtout maintenir la négociation. C'est quoi notre but ? C'est que tout ça, là, ne s'applique pas. C'est que notre meilleur objectif, c'est que nous reprenions une économie mondiale où on ne fait pas de la rétorsion, de la pression, du chantage ou de l'extorsion. Mais il va falloir lâcher des trucs, non ? Et donc, notre but, c'est de négocier. Et de négocier en étant fort, en étant unis. C'est la ligne du président de la République. C'est d'ailleurs pour ça que les entreprises françaises étaient à l'Élysée la semaine dernière, qu'elles seront à Bercy. Nous les recevons avec Éric Lombard et le ministre de l'Industrie et le ministre des PME cet après-midi pour qu'on dise, voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer au niveau européen qui est suffisamment fort, mais qui n'est pas, pour nous, une forme de sabotage. Vous savez, Donald Trump, il est en train de faire un auto-sabotage. Il a décidé de faire peser plus de 4 000 $ de plus d'inflation par les prix aux Américains à qui il a dit pendant la campagne « Je serai le président qui luttera contre l'inflation ». Mais là, il est en train d'en créer. Donc tout ça n'a pas beaucoup de sens. Et il faut qu'on ne soit pas fébrile, il faut qu'on soit très clair. On doit assurer la résilience et la résistance dans un monde où nous espérons et nous travaillons et nous négocions pour que tout ça, le plus vite possible, soit mis sur Alors vous espérez qu'on puisse encore y échapper, mais si ça n'est pas le cas, il y aura des conséquences. On a entendu Ursula von der Leyen qui disait l'économie mondiale va souffrir massivement, l'incertitude va remonter en flèche, l'inflation va repartir. Vous l'avez vous-même reconnu, dans ce contexte-là, le budget est désormais inconfortable, c'est le mot que vous avez utilisé. Est-ce que, au moment où l'on se parle, Amélie de Montchalin, vous maintenez la volonté et la promesse de ramener le déficit de 5,4% du PIB en 2025 contre 5,8% l'an dernier? Et est-ce que vous espérez toujours que l'on puisse atteindre ou même passer dessous les 3% d'ici 2029? Alors, oui, oui et oui. Pourquoi? Les Français qui nous écoutent, il faut qu'on puisse bien décrire la situation. On a 3 crises devant nous. On a une crise stratégique, une crise de défense, une crise de protection, Poutine, l'Ukraine, les Américains qui ne savent plus trop s'ils nous soutiennent ou pas. Ça, c'est un enjeu stratégique existentiel. On a une crise commerciale et économique, on vient d'en parler, qui est lancée par la première puissance économique mondiale, contre le monde entier et contre nous.
Et puis on a une troisième crise qui est une crise budgétaire. Et cette maladie endémique du déficit, si nous nous reposons, si nous faisons une pause dans ce chemin de désendettement, nous nous privons des moyens de pouvoir répondre aux deux autres crises. Si nous ne réduisons pas nos dépenses, si nous considérons que les crises sont des prétextes à ne pas agir, alors on a un très gros problème. C'est comment on va faire face à cette crise existentielle stratégique. Mais là, il va falloir quand même que vous m'expliquiez à cette crise. J'avais le ministre de l'économie, Éric Lombard, à ce même micro vendredi, qui laissait entendre qu'il ne jouerait ni qu'il ne baisserait pas le budget tel qu'il était promis aux collectivités, à l'État, et qu'il demanderait certes un effort de dépenses conséquent, mais pas davantage que ce qui était le cas. Et donc, la seule chose sur laquelle ça allait jouer, c'était forcément que ça allait creuser le déficit. Je vais vous répondre en deux temps. Le premier temps, c'est que vous savez, on a connu le quoi qu'il en coûte des crises, parce qu'il a fallu protéger les Français face au Covid, protéger les Français face à l'inflation. Aujourd'hui, moi, ministre du Budget, ma doctrine, qui est partagée évidemment avec Éric Lombard et que le Premier ministre nous demande de tenir fermement, c'est le quoi qu'il arrive. Ça veut dire quoi, le quoi qu'il arrive ? C'est que quoi qu'il arrive, notre pays puisse faire face ensemble à ses priorités existentielles. La défense, la santé, l'éducation. Et que quoi qu'il arrive, si le monde change, s'il y a des crises, s'il y a des risques, nous restions un pays capable d'être un pays puissant, un pays qui fait des choix. Oui, mais moi je vois pas comment ça marche. Les calculs sont pas bons, quoi. Non. Donc quoi qu'il arrive, je vois pas comment on peut, si on a une croissance qui baisse, vous l'avez dit, entre 0,3 et 0,5%, premier temps, déjà qu'à 0,7. Premier temps, c'est le quoi qu'il arrive, je vous l'ai dit, c'est une doctrine très différente de d'habitude. C'est une doctrine qui nous dit se met en alerte, on est prêt à prendre au bon moment les décisions pertinentes et on est dans l'action. Et donc je vais vous expliquer très concrètement maintenant, ça veut dire quoi aujourd'hui, moi devant vous. Quelles conséquences ? Nous avons construit ce budget en mettant de la réserve de côté, de l'argent de précaution, la réserve de précaution. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, le monde est instable, on ne sait pas comment l'année 2025 va se dérouler, et d'ailleurs on a bien fait, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup d'aléas. Et donc je vous annonce aujourd'hui, comme quand un ménage met de côté de l'argent pour les jours difficiles, je vous annonce que nous nous sommes donné les moyens de mettre 5 milliards de dépenses aujourd'hui, d'efforts supplémentaires, c'est-à-dire des dépenses qui ne vont pas être faites, des dépenses qui vont être repoussées, des dépenses qui vont être réallouées. Et ces 5 milliards d'euros que nous allons donc soit annuler, soit repousser, soit réorienter, c'est notre réponse à un monde instable. C'est la manière de faire face, quoi qu'il arrive, à ce monde instable. Il y a moins de croissance, c'est vrai. Il y a des aléas sur certaines dépenses, plus de dépenses de défense, c'est vrai. Qu'est-ce que je fais, moi, ministre du Budget ? Mais je comprends pas. En fait, vous aviez une pochette secrète dans laquelle vous aviez mis 5 milliards ? Pas du tout. C'est tout à fait transparent. Nous avons, et je l'ai annoncé depuis des semaines, nous avons mis 9 milliards d'euros de réserve de côté. Sur ces 9 milliards, il y a aujourd'hui 5 milliards qu'on active pour dire voilà, comme dans un ménage, vous avez des revenus. À un moment donné, vos revenus baissent. Vous allez puiser un peu dans votre épargne. Dans un ménage, je sais pas, vos dépenses d'automobile augmentent. Vous baissez un peu vos dépenses de l'alimentation. Vous vous privez un peu. Et ce que je vous annonce aujourd'hui, c'est que cette démarche, on identifie d'abord des marges de précaution. Ensuite, on identifie des risques. Si les risques se concrétisent, nous agissons. Et le Premier ministre... Ça veut dire débloquer les 5 milliards. Ça veut dire qu'il y a 5 milliards d'efforts de plus sur la dépense, que je vous annonce que nous allons faire dans les toutes prochaines semaines, pour que nous puissions tenir la ligne, tenir ce chemin de désendettement, parce que c'est la seule condition pour qu'aujourd'hui, demain et en 2029, on arrête d'augmenter la dette, et 2, nous nous redonnions des marges de manœuvre pour financer reposer la question, mais je veux vraiment comprendre de quoi on parle. Quand vous nous dites, c'est comme les Français, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on avait cette épargne d'un côté, on avait ces 5 milliards réserve de précaution qu'on va pouvoir récupérer, ou est-ce que c'est 5 milliards d'efforts supplémentaires sur les dépenses ? En fait, ça veut dire que c'est des dépenses. On avait mis de l'épargne de côté. Il y a une partie qu'on va dire, ça, on va pas le dépenser du tout. Ça n'aura pas lieu dans l'année parce qu'on n'a pas les moyens, parce que, en fait, il y a un peu moins de croissance. Il y a un peu moins de recettes, c'est comme un ménage, il y a un peu moins de revenus. Donc ça, on ne va pas le dépenser. Et puis, vous voyez, j'ai beaucoup travaillé avec Sébastien Lecornu pour le ministre de la Défense. Nous ayons les moyens de soutenir l'Ukraine, pour que nous ayons les moyens de réarmer notre pays. Et dans ces 5 milliards, il y a une partie qui va aller effectivement à nos dépenses essentielles de défense et nos dépenses essentielles pour que notre pays soit fort et puissant. Donc on débloque de l'épargne, on débloque exactement 5 milliards. Et il y a une partie qui sont des dépenses qui n'auront pas lieu.
Et donc ça permet de nous ajuster parce que on a moins de recettes, on a moins de revenus, on a moins de croissance. Et puis il y a une partie qui permet de réallouer nos choix. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le budget de la France, c'est pas une usine à gaz très compliquée parce qu'il y a des grands milliards et qu'on comprend rien. Les Français doivent pouvoir comprendre. On collecte leur impôt. Avec cet impôt, on finance des choses essentielles. Et on gère notre pays, en fait, comme le font les familles. Il y a de l'épargne, il y a pour les jours difficiles des mesures qu'on doit prendre. On s'ajuste en temps réel. Et surtout, la grande nouveauté, c'est qu'on le fait en transparence. Le 15 avril, le Premier ministre va installer ce qu'on appelle le premier comité d'alerte. Premier moment où on va réunir les ministres, les collectivités locales, la sécurité sociale. Et on va dire très simplement, comme je vous le dis là, où on en est, quels sont les risques, qu'est-ce qu'on fait. Et il y aura plein d'autres moments. Et il y aura plein d'autres moments dans l'année où on va le faire. Parce qu'à nouveau, c'est l'argent des Français. Vous savez, il n'y a pas l'argent de l'État. C'est notre argent. C'est nos impôts. Tout comme, voyez-moi, quoi qu'il arrive, je me bats pour qu'on lutte contre la fraude. Quoi qu'il arrive, je me bats qu'on puisse faire face aux risques. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire, que les Français comprennent que nous gérons leur argent avec beaucoup de bon sens et beaucoup de sérieux.